Ma sœur m'a bloqué l'entrée de mon propre hôtel de luxe en rigolant, en disant que je n'avais pas les moyens d'y entrer. Ma mère s'est jointe à elle en murmurant que je ne devrais pas faire honte à la famille. Elle n'avait aucune idée que j'étais la propriétaire de tout le bâtiment et de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon chef de la sécurité s'est approché de la porte. L'aveuglement familial coûte cher. Je m'appelle Abigail Thompson, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais imaginé que la fête d'anniversaire de mon père deviendrait le moment où ma famille allait enfin découvrir la vérité sur mon succès. Pendant des années, mes parents et ma sœur Stéphanie ont ignoré mes rêves professionnels, pensant que je ne réussirais jamais. Ils ne savaient pas que j'étais la propriétaire de l'hôtel de luxe où on se trouvait, jusqu'au moment où ma sœur m'a empêché physiquement d'entrer, en disant que je ne pouvais pas me permettre un endroit aussi chic. Le murmure de ma mère. Ne nous fais pas honte, résonnait encore, quand mon chef de la sécurité est arrivé. Si tu regardes ça, laisse un commentaire pour me dire d'où tu me regardes. Appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi si on t'a déjà sous-estimé alors qu'on aurait dû croire en toi. Maintenant, laisse-moi t'emmener au moment où tout a commencé. J'ai grandi dans une banlieue de Minneapolis et j'ai toujours été la fille bizarre de ma famille. Mes parents, Richard et Diana Thompson, avaient un cabinet de comptable qui marchait assez bien, ce qui nous permettait de vivre confortablement dans une classe moyenne supérieure. Ma sœur Stéphanie, plus jeune de 2 ans que moi, est devenue la fille préférée dès sa naissance. Elle était jolie, populaire et bonne dans ce que mes parents valorisaient, avoir l'air parfait, suivre le chemin classique et ne jamais faire de vagues. Moi, j'étais plus réservée et ambitieuse, mais d'une manière que ma famille ne comprenait pas. Pendant que Stéphanie rejoignait l'équipe des Pom-Pom Girls et sortait avec le capitaine de l'équipe de foot, moi, à 16 ans, j'ai lancé un petit commerce de vente d'agenda personnalisé pour étudiants. Mes parents voyaient ça, au mieux, comme un hobby mignon. Au pire, comme une perte de temps qui me distrayait de mes études. Abigail, pourquoi tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose de pratique? Me disait souvent ma mère quand elle me voyait travailler sur mes plans d'affaires tard le soir. Regarde ta sœur. Elle postule dans les bonnes universités, elle se fait des contacts. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Le mépris envers mon envie d'être entrepreneur est devenu quelque chose de régulier. Quand j'ai dit que je voulais faire des études de gestion hôtelière et de business au lieu de comptabilité ou de droit, mon père était clairement déçu. Ce n'est pas une vraie carrière, Abby, a-t-il dit pendant un dîner tendu. Les hôtels. Tu veux être quoi? Une femme de ménage de luxe? On ne t'a pas élevé pour que tu vises si bas. Malgré leur désaccord, je suis resté ferme. J'ai dû payer mes études toute seule, alors que mes parents payaient tout pour les études de commerce de Stéphanie dans une université de l'Ivy League. J'avais 3 jobs, le matin à la réception d'un hôtel, l'après-midi à l'école, et le soir serveuse dans un restaurant chic. Ces années étaient épuisantes, mais elles m'ont appris des choses que l'école ne m'aurait jamais apprises. Pendant ma 3e année d'université, j'ai rencontré Rachel Winters, une prof de gestion hôtelière qui est devenue ma mentor. Elle a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. Une vraie détermination et un talent naturel pour repérer des opportunités dans le marché du luxe. Tu as l'œil pour voir le potentiel, Abigail, m'a dit Rachel après que j'ai présenté une étude de cas qui l'a impressionné. La plupart des élèves voient les lieux comme ils sont. Toi, tu vois ce qu'ils pourraient devenir. Grâce à elle, j'ai eu un stage chez Meridian Hotel Group pendant ma dernière année. Pendant que les autres stagiaires servaient du café et faisaient des photocopies, moi, j'utilisais chaque moment libre pour étudier leur modèle économique. J'ai repéré des failles et j'ai écrit des propositions d'amélioration que je n'attendais pas qu'on lise. Un jour, j'ai laissé un de mes rapports sur le bureau de James Harrison, le directeur régional. Je comptais le reprendre avant qu'il revienne du déjeuner, mais il a vu avant. Le lendemain, on m'a convoqué dans son bureau. Je pensais qu'on allait me virer pour avoir dépassé mes limites. Mais au lieu de ça, James m'a proposé un poste de manager junior après l'obtention de mon diplôme. Ton analyse est meilleure que ce que je reçois de cabinets de conseil qui me coûtent des milliers de dollars, a-t-il dit en tapotant mon rapport. On a besoin de gens qui pensent comme toi. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle, leur réaction a été tiède, au mieux. Bon, au moins tu auras un emploi stable, a dit ma mère. Mais manager stagiaire, ce n'est pas vraiment un poste de cadre, tu sais. Stéphanie vient de recevoir une offre comme analyste junior chez Goldman Sachs. Tu le savais? Après ça, j'ai arrêté de partager les étapes de ma carrière avec eux. Ils ne savaient pas quand j'ai été promue directrice d'hôtel à 26 ans, ni quand j'ai créé un programme de fidélité qui a augmenté les revenus du groupe Meridian de 15%. Ils ne savaient sûrement pas non plus que je suis parti pour lancer ma propre société de conseil en hôtellerie, appelée Boutica, à 28 ans. Ni que j'ai trouvé assez d'investisseurs pour acheter ma première propriété 1 an plus tard. L'hôtel Athéna était autrefois un 5 étoiles dégradé qui perdait de l'argent depuis des années. Je l'ai totalement rénové, lui ai donné une nouvelle image de luxe,
et je l'ai transformé en l'hôtel-boutique le plus chic de Minneapolis en 18 mois. Ma deuxième propriété est arrivée 6 mois plus tard. Le jour de mes 32 ans, je possédais une petite mais prestigieuse collection d'hôtels de luxe dans tout le Midwest. Avec l'Athéna comme bijou de la couronne, et aussi comme ma maison. Je vivais dans la suite au dernier étage. Mes parents et Stéphanie ne savaient rien de tout ça. Dans leur tête, je travaillais encore dans un hôtel, à un poste moyen, avec difficulté pour joindre les deux bouts. Je ne les ai jamais corrigés. En partie parce qu'ils ne demandaient jamais, et en partie parce que leurs suppositions en disaient plus sur eux que sur moi. Ma vie personnelle, aussi, je la gardais loin de la famille. Mon ami le plus proche était devenu Michael Chin, mon chef de la sécurité à l'Athéna. C'était un ancien agent du renseignement militaire avec un diplôme en cybersécurité. Il est vite devenu mon confident, mon bras droit pour les affaires. On avait une amitié basée sur le respect mutuel et une vision commune du service de luxe. Je sortais parfois avec des gens, mais mon objectif principal restait de construire mon empire. Les hôtels étaient devenus comme mes enfants. Le personnel, ma famille élargie. C'était ironique. J'avais réussi à créer exactement ce que ma vraie famille n'avait jamais su m'offrir, un environnement où les réussites étaient reconnues et célébrées. C'est dans ce contexte qu'approchait le 60e anniversaire de mon père. Je n'étais pas retourné à une réunion de famille depuis presque 2 ans. J'avais toujours une excuse de travail, pas complètement fausse, mais bien pratique. Cet anniversaire-là me semblait assez important pour justifier ma présence. Et peut-être, pensais-je, que ce serait l'occasion de combler enfin le fossé entre la fille qu'il croyait que j'étais et la femme que j'étais devenue. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point ce fossé était devenu immense. Et à quel point tout allait s'effondrer de façon spectaculaire lors de cette fameuse soirée d'anniversaire. 2 mois avant les 60 ans de mon père, j'ai reçu un message groupé de ma mère. Elle organisait un dîner surprise pour son anniversaire. Je regarde le restaurant Giovanni's de l'hôtel Athéna. Des avis? J'ai failli faire tomber mon téléphone. L'Athéna. Mon Athéna. Était dans sa liste d'options. Pendant une seconde, j'ai pensé leur dire la vérité tout de suite. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être des années d'habitude. Ou peut-être une chance inattendue de faire une révélation encore plus marquante. L'Athéna a une excellente réputation, ai-je répondu calmement par texto. Son salon privé est censé être exceptionnel. C'est très cher, a répliqué ma mère. Sûrement hors de notre budget, et du tien, évidemment. Ça faisait mal, mais j'y étais habitué. Je peux aider à payer, ai-je proposé. Pas besoin de charité, Abigail. Ta sœur s'en sort très bien dans son cabinet et a proposé de payer la moitié. On se débrouillera pour le reste. J'ai mordu ma langue pour ne pas faire de remarques sarcastiques. À la place, j'ai proposé de voir si je pouvais obtenir une réduction grâce à mes contacts dans le milieu. Ma mère a accepté à contre-cœur, ce qui m'a donné l'occasion que j'attendais. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jackson Porter, le directeur général de l'Athéna. Jackson, ma famille prévoit l'anniversaire de mon père dans notre restaurant. Ils ne savent pas que je suis la propriétaire. Vraiment, a-t-il rigolé. C'est soit de l'ironie cosmique, soit un timing parfait. Un peu des deux. Voici ce que je veux. Ils vont appeler pour réserver pour la fête des Thompson. Donne-leur notre meilleur salon privé, la suite Winston. Service complet. Tout haut de gamme. Mais quand ils demanderont le prix, dis-leur exactement la moitié du vrai tarif. Je paierai le reste anonymement. Et on te reconnaît comme la propriétaire quand tu arrives, a demandé Jackson. J'ai marqué une pause. Ce détail était important. Non. Traitez-moi comme une invitée normale. Je trouverai le bon moment pour révéler la vérité. Pendant les semaines suivantes, j'ai supervisé la réservation à distance. Ma mère a appelé plusieurs fois, négociant les détails et se plaignant du prix qu'elle trouvait étonnamment bas pour un endroit si prestigieux. Mon chef cuisinier a préparé un menu spécial, et j'ai organisé le service des vins préférés de mon père pour toute la soirée. Une semaine avant l'événement, Stéphanie m'a appelé directement, ce qui arrivait rarement. « Tu viens vraiment à l'anniversaire de papa ?» demanda-t-elle avec scepticisme. « Bien sûr. C'est un moment important. Maman dit que tu as eu une sorte de réduction à l'Athéna. Comment t'as fait? Ce n'est pas comme si t'étais une VIP. » C'était une occasion parfaite d'être honnête. Mais encore une fois, j'ai hésité. Quelque chose dans le ton de Stéphanie, ce ton qui supposait que j'étais insignifiante, m'a donné envie d'attendre le moment idéal. J'ai fait quelques travaux de conseil pour des groupes hôteliers, ai-je répondu vaguement. C'est un avantage du milieu. Bien sûr, répondit-elle, sans cacher son incrédulité. Essaie au moins de t'habiller correctement.
L'Athéna est assez chic. Je peux te prêter quelque chose si t'as rien de correct. Je portais un tailleur Valentino sur mesure pour une réunion ce jour-là et j'ai souri intérieurement. Je vais m'en sortir, merci. Ne nous fais pas honte, a-t-elle ajouté avant de raccrocher. Ces mots allaient devenir terriblement ironiques dans quelques jours. La veille du dîner, ma mère m'a appelé. Abigail, on a ajouté quelques personnes à la liste des invités. Les Robertson, tu te souviens de Jim, le copain de golf de ton père et les Clark du quartier. Et Stéphanie vient avec son nouveau copain. C'est un jeune associé dans son cabinet. Très impressionnant. Ça a l'air bien, ai-je répondu. Le salon peut accueillir 20 personnes. Comment tu sais ça? Demanda ma mère avec méfiance. J'ai regardé le site web quand tu as mentionné la réservation. J'ai vite corrigé. Bref. Avec tous ces invités, on s'inquiète du coup. Tu t'étais proposé pour aider, donc on pense que tu pourrais t'occuper du pourboire des serveurs. Comme ça, tu participes sans trop dépasser ton budget. J'ai fermé les yeux et compté jusqu'à 10. D'accord, maman. Je serai ravi de gérer le pourboire. Parfait. Et s'il te plaît, sois à l'heure. La réservation est à 19h pile, et tu sais que ton père déteste les retards. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, avec vue sur les toits de Minneapolis, en pensant à la soirée du lendemain. Une partie de moi se sentait immature de ne pas avoir tout simplement dit la vérité à ma famille. Mais une autre partie de moi savait que c'était une chance unique d'affronter des années de mépris et de manque de respect. J'ai appelé Michael, mon chef de sécurité, pour lui expliquer mon plan. Son rire grave a résonné dans le téléphone. « Tu es sûr de ce plan? C'est un peu théâtral. » « Parfois, un peu de spectacle est plus efficace qu'un long discours, ai-je répondu. Et puis, c'est eux qui ont écrit ce scénario. Moi, je ne fais que suivre leur logique jusqu'au bout. Comme toujours, je te couvre, m'a assuré Michael. Demain va être mémorable. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma suite au dernier étage de l'Athéna. L'hôtel dans lequel ma propre famille pensait que je n'avais même pas les moyens de dîner, et encore moins d'être propriétaire. Et demain allait tout changer, mais pas comme il l'avait prévu. Le jour de l'anniversaire est arrivé avec un timing parfait. Il neigeait légèrement. La façade historique de l'Athéna était saupoudrée de blanc, ce qui la faisait briller et mettait en valeur les détails restaurés. J'avais prévu d'arriver séparément de ma famille, en disant que j'avais une réunion de dernière minute. Mais en réalité, je voulais les observer entrer via les caméras de sécurité. Habillé d'une robe de soirée bleu nuit signée Givenchy, simple, élégante, mais très chère, je me suis installé dans mon bureau, à côté de la cuisine principale. J'ai regardé les écrans de surveillance pendant que ma famille arrivait, avec 40 minutes d'avance. Ma mère portait son costume spécial occasion, un vieux tailleur qu'elle réservait pour les fêtes et mariages. Elle a tout inspecté, le sol en marbre, les fleurs. Mon père semblait un peu gêné mais impressionné. Il ajustait sa cravate en regardant les fresques que j'avais fait restaurer. Stéphanie est arrivée ensuite avec son copain Derek. Tous deux étaient habillés comme pour un gala. Elle a immédiatement commencé à parler fort au concierge, comme si l'hôtel lui appartenait. J'ai regardé Jackson, mon directeur général, les accueillir personnellement et les guider vers la suite Winston, où les attendaient champagne et amuse-bouche. Même sur l'écran, je pouvais voir la surprise sur le visage de ma mère. J'avais autorisé un service bien plus haut de gamme que ce qu'ils avaient payé. Mademoiselle Thompson, dit mon chef Phyllis en entrant dans mon bureau. Tout est prêt. Le vin a été mis à décanter depuis 3 heures. Et on a bien prévu le bourbon préféré de votre père pour après le dîner. Parfait, Phyllis. Merci. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe. Il est temps pour moi de faire mon entrée. Comme prévu, j'ai envoyé un message à Michael pour qu'il prenne position près de l'entrée principale. Puis j'ai quitté l'hôtel par mon ascenseur privé, et fait le tour du bâtiment, et suis revenu par l'entrée principale comme n'importe quel invité. Il fallait que le timing soit parfait. Je suis arrivé juste au moment où les derniers invités se présentaient à la réception. Je me suis tenu un peu à l'écart, regardant les Robertson et les Clark se diriger vers la salle privée. Juste quand j'allais les suivre, Stéphanie est sortie d'un couloir, sûrement des toilettes. Elle m'a vu. Elle a plissé les yeux. Elle m'a regardé de haut en bas avec jugement. Son sourire n'avait rien d'amical. C'était le même sourire condescendant que j'avais vu toute ma jeunesse. « Abigail, t'es vraiment venue ?» Elle m'a scruté des pieds à la tête, s'arrêtant sur ma robe, mes chaussures et mes boucles d'oreilles en diamant. « Dis donc, t'as trouvé une jolie tenue. C'est prêté. »« Salut Stéphanie. Tu es très élégante aussi, » ai-je répondu, en refusant de m'énerver. Elle a froncé les sourcils, sûrement déçue que je ne réagisse pas.
Maman avait peur que tu changes d'avis ou que t'arrives habillé comme si tu sortais du boulot. Peu importe où tu bosses aujourd'hui. Je suis exactement là où je veux être dans ma carrière, ai-je dit honnêtement. Bien sûr. Elle a regardé derrière moi, en direction de l'entrée. Et soudain, ses yeux se sont écarquillés. Oh non, dis-moi que t'as pas ramené un cavalier. C'est une soirée en famille, Abigail. Je me suis retourné. Michael entrait, parfaitement habillé dans son costume sur mesure. Avant que je puisse expliquer qu'il ne venait pas pour dîner, ma mère est apparue à côté de Stéphanie. Abigail, enfin. On attend depuis une éternité. Elle m'a à peine regardé. Elle s'est tout de suite tournée vers Michael. Et lui, c'est qui? On n'a pas prévu de place en plus. C'est. J'ai commencé, mais Michael m'a interrompu calmement. Bonsoir Madame Thompson. Je suis Michael Chin, chef de la sécurité de l'hôtel Athéna. Je dois juste parler un instant avec Mademoiselle Thompson. Le visage de ma mère a changé, passant de l'agacement à la gêne. Sécurité? Abigail, qu'est-ce que t'as encore fait? Avant que je puisse répondre, Stéphanie s'est placée juste devant moi, me bloquant physiquement le passage vers le restaurant, comme si elle m'empêchait de fuir. Il y a un problème avec votre réservation, a-t-elle demandé à Michael, en parlant de moi comme si je n'étais pas là. On peut payer ta part si c'est ça le souci, a-t-elle ajouté. Ma mère s'est rapprochée, et sa voix est descendue en un chuchotement qu'elle maîtrisait parfaitement, assez bas pour sembler discret, mais assez fort pour que tout le monde entende. Abigail, ne fais pas honte à la famille. Si tu as encore des problèmes d'argent, il fallait le dire avant de venir dans un endroit comme celui-là. Le hall est devenu silencieux. Des clients et des membres du personnel s'étaient arrêtés pour observer la scène. Jackson, mon directeur général, était arrivé près de l'entrée du restaurant et regardait tout ça avec un petit sourire amusé. Il a levé un sourcil dans ma direction. Je lui ai discrètement fait un petit signe de tête. Michael, toujours très calme, a pris la parole. En réalité, je voulais informer Mademoiselle Thompson que toutes ces demandes spéciales pour la soirée ont bien été prises en compte. Des demandes spéciales, dit ma mère, visiblement perdue. Quelle demande spéciale? Stéphanie leva les yeux au ciel. Maman, elle a sûrement demandé le vin le moins cher ou un plat simple. On peut retourner à la fête, s'il te plaît? Derek est en train de parler à papa de sa nouvelle BMW. Elle essayait de faire partir ma mère tout en continuant de me bloquer le passage. C'est à ce moment que Michael tout sauta bruyamment. Madame Thompson. Mademoiselle Stéphanie. Vous n'avez peut-être pas conscience que vous êtes en train d'empêcher la propriétaire de cet établissement d'entrer dans sa propre propriété. Le silence qui a suivi était total. Ma mère s'est figée en plein mouvement. Stéphanie s'est lentement tournée vers moi, le visage partagé entre l'incrédulité et la panique. Pardon, a-t-elle réussi à dire. Jackson a choisi ce moment parfait pour s'approcher et me tendre la main avec respect. Mademoiselle Thompson, tout est prêt pour la célébration de votre père. Le chef a bien inclus tous les plats que vous avez demandés, et le Bordeaux 1962 de votre collection personnelle accompagnera parfaitement le rôti. Le visage de ma mère avait perdu toute couleur. Ta collection personnelle. J'ai souri, passant enfin devant ma sœur, encore sous le choc. Oui, maman. De ma cave. Ici, à l'Athéna. Je voulais vous le dire à toutes les deux depuis un moment. Je suis la propriétaire de cet hôtel. Du Méridien, en centre-ville. Et de 4 autres dans tout le Midwest. La bouche de Stéphanie s'ouvrait et se fermait sans rien dire. Ma mère s'est agrippée à la chaise la plus proche pour ne pas tomber. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Et pourtant, regarde où on est. J'ai désigné le restaurant. Allons rejoindre papa et les autres. On a une fête à continuer. En marchant vers le salon privé, tout le personnel me saluait respectueusement. Bonsoir, Mademoiselle Thompson. Ravi de vous revoir, Mademoiselle Thompson. Ce n'était pas un simple bonsoir, mais une reconnaissance sincère. Juste avant d'entrer dans la suite Winston, Stéphanie m'a attrapé par le bras, ses doigts plantés dans ma peau. Pourquoi tu ne nous as rien dit? A-t-elle chuchoté, toute son assurance disparue. J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'elle me lâche, puis j'ai lissé ma manche. Parce que vous n'avez jamais demandé. Aucun de vous. J'ai ensuite ouvert les portes pour accueillir mon père. Son visage est passé de la confusion à l'étonnement total quand le personnel m'a salué non comme une invitée, mais comme leur patronne. Et ce n'était que le début. Le reste du dîner a ressemblé à une pièce de théâtre absurde. La moitié des invités semblait lire un script, l'autre moitié n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mon père, d'abord trop choqué pour parler, s'est peu à peu repris. Il est passé de la surprise au presque fierté.
Alors, c'est pour ça que tu étais toujours si discrète sur ton travail, m'a-t-il dit pendant qu'on discutait près de la table des desserts. Tu possèdes tout cet endroit. Celui-ci, et plusieurs autres, ai-je confirmé. Ses yeux se sont encore élargis. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit, demanda-t-il, sincèrement étonné. J'ai réfléchi à ma réponse. Au début, je n'étais pas sûr de réussir. Puis, quand j'ai réussi, j'ai vu que vous aviez déjà une image figée de moi. Vous pensiez déjà tout savoir sur moi. Alors, avec le temps, c'était plus simple de vous laisser croire ce que vous vouliez croire. Il hocha lentement la tête, l'air triste. Je suppose qu'on ne t'a pas donné beaucoup de raisons de partager tes réussites. C'était la chose la plus proche d'un aveu qu'aucun membre de ma famille ne m'avait jamais fait. Avant que je puisse lui répondre, ma mère est arrivée, son visage redevenu parfaitement souriant après le choc. Abigail, les Clark veulent savoir d'où viennent les vieilles photos dans le couloir. Comme tu sais tout sur cet endroit, tu pourrais peut-être les leur expliquer. Sa voix tremblait un peu, mais elle souriait comme si rien ne s'était passé. Je me suis excusé, et je suis allé parler aux invités. En m'éloignant, j'ai entendu mon père lui demander. Tu savais ça, toi? Bien sûr que non, a-t-elle répondu sèchement. Elle nous a caché tout ça exprès, juste pour faire un spectacle. Le reste de la soirée s'est déroulé dans cette ambiance étrange. Ma mère gardait un sourire figé, mais ses regards passaient de l'incrédulité à la colère. Stéphanie essayait parfois d'être gentille, parfois elle s'isolait. Mon père, lui, semblait de plus en plus intéressé par tout ce que je racontais sur mes hôtels. Au moment du dessert, un gâteau au caramel et au bourbon, spécialement créé pour lui, la salle était divisée. Certains invités posaient des tonnes de questions sur mon entreprise. D'autres, comme ma mère et Stéphanie, restaient silencieuses. Derek, son copain, jetait des regards gênés d'un côté à l'autre. Quand la soirée s'est terminée vers minuit, j'ai demandé à Jackson de veiller à ce que tous les invités aient un panier cadeau de luxe et un moyen de transport pour entrer. Mon père m'a prise dans ses bras avec chaleur. Il m'a murmuré « Je suis fier de toi, Abby ». Puis il est parti, poussé doucement par ma mère qui ne disait plus un mot. Stéphanie est restée derrière. Elle avait l'air de chercher quoi dire. Alors, toutes ces fois où on pensait que tu n'avais pas assez d'argent pour les vacances ou pour offrir des cadeaux. Je construisais ça, ai-je dit en montrant l'hôtel autour de nous. Et c'est moi qui ai envoyé les cadeaux. Le voyage à Hawaï pour les 30 ans de mariage de maman et papa. C'était moi. Et les chèques de Noël. Moi aussi. Maman a dit que ça venait d'un cousin qui avait gagné à la loterie. Je me suis mise à rire, sans joie. Bien sûr. Elle ne voulait surtout pas que vous sachiez que c'était moi. Derek s'est approché, posant une main sur l'épaule de Stéphanie. On devrait y aller. Le chauffeur nous attend. Il s'est tourné vers moi. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici. Vraiment impressionnant. Stéphanie l'a regardé d'un air que je n'ai pas réussi à comprendre, puis elle m'a dit. On devrait parler, bientôt. Une fois qu'ils sont partis, je suis retourné à mon bureau. J'ai enlevé mes talons et je me suis servi un verre de ce même Bordeaux qu'on avait bu pendant le dîner. Michael est entré doucement, desserrant sa cravate, et s'est assis en face de moi. Quelle soirée, a-t-il dit. Comment tu te sens? J'ai réfléchi en faisant tourner le vin dans mon verre. Soulagé. Validé. Épuisé. Triste. J'ai bu une gorgée. Un peu de tout, en fait. Ton père avait l'air d'avoir compris. Oui. Il a toujours été un peu plus raisonnable que maman ou Stéphanie. Mais jamais assez pour me défendre. Michael hocha la tête. Et maintenant? Qu'est-ce que tu fais demain, quand le choc sera passé? C'était la vraie question. Le moment de vérité avait été fort, satisfaisant. Mais je savais que ce n'était que le début d'une réorganisation compliquée de nos relations. Je pense que mon téléphone va commencer à sonner très tôt demain matin, ai-je dit. Maman va vouloir des explications ou essayer de réécrire l'histoire, genre qu'elle a toujours cru en moi. Stéphanie va hésiter entre la jalousie et essayer de profiter de ma réussite. Et toi, tu vas réagir comment? J'ai reposé mon verre, cette fois certaine de ma réponse. Je vais poser des limites. Clairement. Pour la première fois de ma vie. Ce n'est pas pour me venger ou leur faire du mal. C'est pour obtenir le respect que j'aurais dû avoir depuis longtemps. Pendant les 2 heures suivantes, Michael et moi avons établi une stratégie. Pas pour punir ma famille, mais pour me protéger et peut-être rendre nos relations plus saines. J'ai décidé de consulter la docteure Eleanor Allais, la psy que je voyais de temps en temps depuis que j'avais acheté mon premier hôtel. Je voulais être sûr que mon approche serait constructive, pas basée sur la colère. Comme prévu, mon téléphone a commencé à sonner à 7h30 le lendemain matin.
J'ai laissé l'appel de ma mère aller sur la messagerie. Un SMS de Stéphanie a suivi. On doit parler. Je peux venir te voir à ton hôtel aujourd'hui? Je n'ai répondu ni à l'un, ni à l'autre tout de suite. J'ai d'abord appelé la docteure Allais pour fixer une séance d'urgence l'après-midi. Quand je suis arrivé à son cabinet avec vue sur Loring Park, j'avais 17 appels manqués, 23 messages, et un mail de mon père qui disait juste « Je te dois des excuses. Beaucoup d'excuses. Quand tu seras prête à parler, je suis prêt à écouter. » Ce mail, si différent des messages pleins de reproches de ma mère et des textos tantôt accusateurs tantôt flatteurs de Stéphanie, m'a donné espoir. Peut-être qu'une relation pouvait encore être sauvée. La vraie question, ce n'est pas « Est-ce que tu devrais leur pardonner ?» a dit la docteure Allais après que je lui ai raconté la soirée. La vraie question, c'est « Quel type de relation veux-tu avec eux à l'avenir? Et quelles limites doivent être posées pour qu'elles soient saines pour toi ?» À la fin de la séance, j'y voyais beaucoup plus clair. Il ne s'agissait pas de punir ou de se venger. Il ne s'agissait même pas de les forcer à reconnaître ce qu'ils m'avaient fait. Il s'agissait de créer une nouvelle façon d'interagir, dans laquelle mes choix et mes réussites seraient respectés. Une relation où les vieux schémas de dénigrement n'auraient plus leur place. Je suis retourné à l'Athéna dans l'après-midi. J'ai demandé à la réception d'annoncer tous les membres de ma famille s'ils se présentaient sans prévenir, et de les faire monter uniquement avec mon accord. Puis je me suis installé dans le salon de Montpentouse, avec vue sur la ville que j'avais conquise seul. Et j'ai répondu au mail de mon père par un message simple. Je suis prête à parler. Demain, à 14 h, dans mon bureau à l'Athéna. Il était temps de reconstruire nos relations aussi sérieusement que j'avais construit mon empire. Mon père est arrivé exactement 10 minutes en avance, une vieille habitude de comptable. Jackson l'a accompagné à mon bureau, où j'avais prévu du café et ses biscuits préférés d'une boulangerie locale. Cette vue est impressionnante, a-t-il dit en regardant la ville depuis les grandes fenêtres. Elle lui paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Moins intimidante. C'est pour ça que j'ai choisi ce bureau, ai-je dit. Pour me rappeler chaque jour ce que je construis. Un silence gênant s'est installé. 32 ans de non-dit flottaient dans l'air. Finalement, mon père a raclé la gorge. Je ne sais pas par où commencer, Abigail. J'essaie encore de tout digérer, les hôtels, ton succès. Il a marqué une pause. Et le fait que tu aies senti que tu ne pouvais rien partager avec nous. J'ai essayé, papa, ai-je répondu calmement. Je voulais rester objective, pas émotive. Quand j'ai eu mon premier poste de direction, quand j'ai lancé ma boîte de conseil, quand j'ai acheté cet hôtel, j'ai appelé à chaque fois. Mais vos réponses étaient toujours les mêmes, au mieux froides, au pire blessantes. Ça ne servait à rien de continuer. Mon père avait l'air surpris. Je ne m'en souviens pas. Quand je vous ai dit que j'étais devenue directrice d'hôtel, maman a répondu, au moins, c'est un travail stable. Et elle a changé de sujet pour parler du nouvel appart de Stéphanie. Quand j'ai parlé de ma boîte, tu m'as demandé si j'avais un plan B, pour quand ça échouerait. Avec le temps, j'ai compris qu'il valait mieux me taire. Son visage s'est rempli de honte. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Je ne me rendais pas compte. Je pensais qu'on te donnait de bons conseils. Qu'on t'encourageait à rester réaliste. Vous étiez réaliste avec moi. Ambitieux avec Stéphanie. Je restais calme, sans accusation. Vous aviez des attentes différentes. Des standards différents. Du soutien différent. Il n'a pas nié. Ce qui m'a surprise. Il a simplement hoché la tête. Ta mère et moi, on comprenait mieux le parcours de Stéphanie, le milieu de l'entreprise, les contacts, les étapes classiques de réussite. Tes envies à toi, nous semblaient trop inhabituelles, ai-je proposé. Oui. On s'est inquiété. Peut-être qu'on a préféré protéger notre confort à nous, au lieu de croire en ta capacité à créer le tien. Il m'a regardé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des années. On a eu tort, Abigail. J'ai eu tort. Ce que tu as construit est extraordinaire. Ces quelques mots, aussi simples qu'ils soient, m'ont frappé fort. J'ai retenu mes larmes. Merci d'avoir dit ça. Ta mère a du mal à encaisser tout ça, a-t-il continué. Elle se sent trahie, je crois. Et Stéphanie. Il s'est arrêté, ne sachant pas comment décrire la réaction de ma sœur. Je pense qu'elles se sentent toutes les deux menacées par ce bouleversement dans la hiérarchie familiale, ai-je dit. Mais ce n'est pas mon problème à résoudre. Il a approuvé d'un signe de tête. Et maintenant? Je lui ai expliqué les limites que j'allais poser, avec l'aide de la docteure Allais. Je parlerai avec chaque membre de la famille individuellement, pas tous ensemble. Je ne participerai plus à des réunions où mes réussites sont ignorées ou moquées. Je resterai honnête sur ce que je fais,
Mais je n'accepterai plus que quelqu'un essaie de profiter de mes ressources sans me respecter. Ça me semble très raisonnable, a dit mon père. Plus que raisonnable, vu les circonstances. Et j'ai aussi prévu une réunion avec mon avocate pour lever l'anonymat sur tous les cadeaux que j'ai faits à la famille au fil des ans. Le voyage à Hawaï. Les chèques de Noël. L'argent versé sur votre compte retraite. Ses yeux se sont agrandis à cette dernière phrase. Les rendements supplémentaires depuis 3 ans. C'était toi? Oui. Je complète votre retraite depuis que j'ai vendu mon 2e hôtel. Je voulais que vous soyez à l'aise. Mais je savais que maman n'accepterait jamais si elle savait que ça venait de moi. Il semblait choqué, puis très gêné. Tout ce temps, on t'a traité comme un échec, alors que tu nous aidais en silence. Je ne l'ai pas fait pour qu'on me remercie, ai-je dit. Je l'ai fait parce que je pouvais. Et parce que, malgré tout, vous êtes ma famille. Mais à l'avenir, je veux de la transparence. Plus de cadeaux anonymes. Plus besoin de cacher mon succès. Il a accepté. Puis on a parlé de la fête. Il m'a avoué qu'il l'avait vraiment apprécié, après le choc. Surtout quand il a vu combien le personnel me respectait. Ta mère répétait que ce n'était pas possible. Que ce n'était pas ton hôtel. Je lui ai dit qu'elle devait accepter la réalité. Elle n'a pas très bien pris ça. Après qu'il soit parti, en disant qu'il allait réfléchir à tout ça, j'ai passé l'après-midi en réunion avec mon avocate, mon conseiller financier et ma psy. Le but était de solidifier mon plan pour réorganiser mes relations familiales. Sarah Anquin, mon avocate, m'a aidé à écrire des lettres officielles pour documenter tous les dons financiers passés et à fixer des règles claires pour les futures interactions d'argent avec ma famille. Marcus Williams, mon conseiller financier, a revu tout mon portefeuille pour s'assurer que mes décisions familiales ne mettaient pas mes affaires en danger. Et la docteure allait m'a préparé psychologiquement pour les discussions à venir, surtout avec ma mère, qui risquait d'être la plus résistante au changement. À la fin de la journée, ce que Michael appelait en plaisantant l'opération redémarrage familial était prêt. Je me sentais prête, concentrée, et pour la première fois, totalement aux commandes de ma propre histoire. J'ai donné pour consigne à Jackson, à la réception, d'autoriser l'entrée de ma mère ou de Stéphanie si elle se présentait. Mais qu'aucune information ne leur soit donnée sur mon emploi du temps ou ma localisation. Effectivement, le lendemain matin, ma mère est arrivée sans prévenir. Elle s'attendait clairement à être conduite directement jusqu'à moi. Madame Thompson, l'a salué Jackson, parfaitement courtois. Vous avez un rendez-vous prévu avec Mademoiselle Thompson aujourd'hui. Sa colère était visible, même depuis l'écran de sécurité où je regardais depuis mon bureau. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je suis sa mère. Je comprends, mais Mademoiselle Thompson est actuellement en réunion. Je peux vérifier ses disponibilités plus tard, ou programmer quelque chose pour demain. Cette limite, pourtant normale pour n'importe quel visiteur, l'a bouleversée. Après plusieurs minutes de protestation de plus en plus bruyantes, elle est finalement repartie. Non sans dire à Jackson qu'elle allait traiter directement avec Abigail au sujet de cette situation ridicule. Elle a appelé juste après avoir quitté l'hôtel. Cette fois, j'ai décroché. Bonjour maman. C'est quoi ce bordel, Abigail? Je viens te voir dans ton hôtel, et on me traite comme une étrangère. On t'a traité comme on traite n'importe quel visiteur sans rendez-vous, ai-je répondu doucement. Je dirige un établissement. J'ai des réunions, des responsabilités, un agenda. Je suis ta mère. Je ne devrais pas avoir besoin d'un rendez-vous pour voir ma propre fille. Est-ce que tu irais dans le cabinet de Stéphanie sans prévenir, en t'attendant à être reçue tout de suite? Le silence au bout du fil m'a fait comprendre qu'elle avait compris le message. C'est différent, a-t-elle fini par dire. Mais sa voix manquait de conviction. Non, ce n'est pas différent. Mon travail, ma carrière, mon rôle de chef d'entreprise, tout mérite le même respect que celui que tu donnes toujours à Stéphanie. Elle a fait une pause. Puis elle a dit. On doit discuter de ce qui s'est passé pour l'anniversaire de ton père. En famille. Je suis prête à te parler, maman. Mais seulement quand tu seras disposée à reconnaître certaines vérités difficiles sur la façon dont tu m'as traité toutes ces années. Ce n'est pas à propos de... Si, maman. C'est exactement ça. Je ne suis pas en colère, je ne veux pas me venger. Mais je pose enfin des limites. Des limites qui auraient dû être là depuis longtemps. À la fin de notre conversation, on a convenu de se voir la semaine suivante, en présence de la docteure Allais, pour une discussion supervisée. Ce n'était pas l'option préférée de ma mère, mais elle avait compris que je n'étais plus une fille qu'on pouvait ignorer ou manipuler. Stéphanie, elle, s'est montrée un peu plus ouverte. Même si ce n'était pas très sincère. Elle est venue à l'Athéna avec Derek dans l'après-midi, demandant une visite du magnifique hôtel de ma sœur.
Le passage de la condescendance au soudain fierté de sœur était évident, mais j'ai choisi de prendre ça comme un début. Pendant que je leur faisais visiter, Stéphanie me bombardait de questions. Sur les clients, les bénéfices, les marges, tout. Elle essayait clairement d'évaluer à quel point mon succès était grand. Derek, lui, semblait sincèrement impressionné, posant des questions pertinentes sur le secteur hôtelier et ma manière de gérer. Tu sais, a dit Stéphanie en regardant le jardin sur le toit que j'avais fait installer au printemps. On devrait parler de collaboration possible. Mon cabinet cherche toujours des lieux élégants pour nos événements clients. Et des réductions pour la famille, ce serait bénéfique pour tout le monde. Et voilà, le vrai but de sa visite. Ce n'était pas pour se réconcilier, ni pour s'intéresser vraiment à ma vie, mais pour voir comment elle pourrait tirer profit de mon succès. Je ne fais pas de réduction familiale, ai-je dit gentiment mais fermement. L'Athéna applique les mêmes tarifs à tout le monde. Mais ton cabinet peut réserver via notre service entreprise, comme les autres. Son sourire a un peu tremblé. Mais sûrement que pour ta propre sœur. J'accorde trop de valeur à notre relation pour la mélanger aux affaires, les jeux coupés avec calme. J'ai appris que pour que la famille et le travail cohabitent bien, il faut des limites claires. Derek a approuvé d'un signe de tête, ce qui a valu un regard fâché de la part de Stéphanie. Le reste de la visite s'est passé sans incident. Et quand ils sont partis, Stéphanie avait compris le message. J'étais ouverte à une relation, mais seulement sur la base du respect mutuel et de frontières nettes. Ce soir-là, j'ai dîné avec Michael dans mon Penthouse. Je lui ai raconté toutes les interactions de la journée. Phase terminée, a-t-il dit en levant son verre. Et, comment tu te sens? J'ai réfléchi sérieusement à sa question. Comme si je devenais enfin l'autrice de ma propre histoire. Et plus un personnage secondaire dans celle des autres. La discussion difficile avec ma mère approchait encore, mais pour la première fois, j'étais prête. Ce n'était pas une vengeance. Ni une revanche. C'était une manière de reprendre le contrôle. D'imposer le respect que j'aurais toujours dû recevoir. Parfois, ai-je pensé, le meilleur moyen de répondre à ceux qui vous sous-estiment. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont eu tort. C'est de vivre tellement fidèlement à sa propre vérité, que leur opinion ne compte plus. La réunion familiale avec ma mère a eu lieu dans un lieu neutre, une salle de conférence privée dans le bâtiment de la Dr Allais. Pas à l'hôtel, ni dans la maison de mes parents. Ce choix était volontaire, pour enlever toute position de pouvoir liée au lieu, et pour montrer que c'était une discussion sérieuse, pas juste un moment de famille. Ma mère est arrivée 15 minutes en avance, habillée comme pour une négociation d'affaires, dans un tailleur bleu foncé, raide comme un piquet. Mon père est arrivé 5 minutes après, m'adressant un sourire prudent. La Dr Allais nous a accueillis avec sa bienveillance habituelle. Et a posé les règles, pas d'interruption, pas d'attaque personnelle. Et parler en « je » au lieu de « tu ». On est ici pour créer une meilleure communication, a-t-elle expliqué. Pas pour accuser, ni pour refaire tout le passé. L'expression de ma mère montrait bien qu'elle trouvait tout ça inutile. Mais elle a hoché la tête. J'ai commencé comme prévu, en expliquant calmement mon ressenti. J'ai parlé de ce que j'ai vécu en étant toujours la fille de trop. De la manière dont on a minimisé mes choix de carrière. Des fois où mes réussites ont été ignorées, alors que celles de Stéphanie étaient célébrées. Quand je faisais 3 jobs pour payer mes études, vous payiez celle de Stéphanie à Cornell. Quand j'ai obtenu mon premier poste de direction, vous avez changé de sujet pour parler de son nouvel appartement. Quand je vous ai dit que je lançais ma boîte de conseil, papa m'a demandé si j'avais un plan B pour mon échec. Le visage de ma mère est devenu rouge. Elle tordait ses mains sur ses genoux. Quand j'ai terminé, la docteure allait s'est tournée vers elle. Diana, vous voulez répondre à ce qu'Abigail vient de dire? Ma mère s'est redressée, la voix tendue. Je pense qu'il y a eu des malentendus. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour nos 2 filles. Peut-être qu'on a été plus prudent avec Abigail parce que ses choix nous semblaient plus risqués, moins normaux. Le problème, ce n'était pas votre inquiétude. C'était que vous partiez du principe que j'allais échouer. Que vous ne me souteniez pas. Que vous me compariez sans cesse à la bonne élève de la famille. Mais on t'a soutenu, s'est-elle écriée. On t'a offert un bon foyer, une bonne éducation. Mon père est intervenu calmement. On a payé les études de Stéphanie. Pas celles d'Abigail. Ma mère l'a regardé avec colère. Ce n'est pas pareil. Stéphanie était dans une université prestigieuse. Ça coûtait beaucoup plus cher. Raison de plus pour m'avoir aidé, ai-je dit. La conversation a continué dans ce style pendant presque 1 heure. Ma mère alternait entre défensive et méprisante. Mon père reconnaissait peu à peu la réalité. Et moi, je restais calme, ferme, mais ouverte.
La docteure allait guider la discussion, nous empêchant de retomber dans les disputes classiques. Le moment décisif est arrivé quand ma mère a enfin lâché ce qui lui pesait le plus. Pourquoi tu nous as caché ton succès? Tu te rends compte de l'humiliation que j'ai ressentie, entourée de nos amis, en découvrant que notre propre fille était propriétaire de l'hôtel, sans qu'on le sache? C'est comme si tu nous avais menti pendant des années. Je ne vous ai pas menti, ai-je répondu avec calme. J'ai juste arrêté de partager. Il y a une différence. Mais pourquoi? Son ton avait changé. Elle semblait vraiment perdue. Parce qu'à chaque fois que je vous disais quelque chose, vous le rabaissiez. Et j'en avais assez d'être dévalorisé. C'était moins douloureux de tout garder pour moi, que de voir ma réussite méprisée par les gens qui auraient dû la célébrer. Quelque chose dans ma réponse l'a touchée. Elle est restée silencieuse, regardant ses mains. Puis elle a dit doucement. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Je pensais juste être réaliste. Je voulais garder les pieds de tout le monde sur terre. Avec Stéphanie, tu étais sa pom-pom girl. Avec moi, tu étais celle qui doutait toujours. Tu as raison, a-t-elle soufflé. Les deux filles auraient eu besoin des deux rôles, à des moments différents. Mon père a posé sa main sur la sienne. Elle a raison, Diana. On vous a traité différemment. On s'attendait à ce qu'Abigail échoue, et à ce que Stéphanie réussisse. Et finalement, vous avez toutes les deux réussi, mais c'est Abigail qui l'a fait sans notre soutien. Cette simple phrase, tellement juste, a suspendu le temps dans la pièce. Ma mère avait les larmes aux yeux, un moment rare. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit. Commence par le reconnaître, a proposé la docteure Allais. Ce que vous faites aujourd'hui. Ensuite, créez ensemble de nouveaux comportements. Nous avons passé l'heure suivante à définir ces nouvelles règles. Mes parents devaient respecter mes limites professionnelles. Ils devaient reconnaître mes réussites sans hésitation. Et ils devaient arrêter de me comparer à Stéphanie. Moi, je resterais honnête sur ma vie, mais sans me replier sur moi-même. On allait construire une relation basée sur qui nous sommes vraiment, et pas sur des rôles imposés. Et Stéphanie, a finalement demandé ma mère. Elle aussi est en train de digérer tout ça, ai-je répondu. Ma relation avec elle, ce sera une autre conversation. À la fin de la séance, la docteure Allais nous a suggéré de prendre une semaine pour réfléchir à tout ça avant une nouvelle rencontre. Mon père m'a prise dans ses bras avec chaleur en partant. Ma mère, après un moment d'hésitation, s'est approchée plus lentement. Ton hôtel est magnifique, a-t-elle dit. Le compliment semblait difficile à sortir. J'aimerais comprendre un peu mieux ce que tu as construit, si tu es prête à le partager. C'était un petit pas, mais un pas important. Avec plaisir, ai-je répondu. 3 jours plus tard, Stéphanie m'a demandé une rencontre en tête-à-tête. Sans Derek, sans nos parents. On s'est donné rendez-vous dans un petit café, à mi-chemin entre son cabinet et l'Athéna. Un lieu neutre pour une discussion qui allait s'avérer plus difficile que celle avec nos parents. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça, a-t-elle dit dès qu'on s'est assise. Créer tout ce drame familial. Faire culpabiliser maman et papa. Je ne leur fais rien, ai-je répondu calmement. Je suis simplement en train de poser des limites honnêtes et respectueuses, après des années sans. Ils nous ont toujours soutenus. Non, ai-je corrigé. Ils t'ont toujours soutenu, toi. Ce n'est pas la même chose. Stéphanie a baissé les yeux, son visage perdant un peu de sa certitude. J'ai jamais demandé à être la préférée. Je sais. Mais tu n'as jamais remis ça en question non plus. Je restais posé, sans l'accuser. Quand ils te félicitaient pour suivre leur chemin classique, et qu'ils dénigraient mes choix, tu disais rien. Quand ils payaient tout pour tes études et me laissaient bosser nuit et jour, tu trouvais ça normal. Quand ils fêtaient tous tes succès et ignoraient les miens, tu ne t'es jamais demandé si c'était juste. Elle est restée silencieuse, remuant son café avec nervosité. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était différent pour toi, a-t-elle fini par dire. Pour moi, tu semblais indépendante. Comme si tu n'avais besoin de personne. J'ai été indépendante parce que je n'avais pas le choix, ai-je expliqué. Et ensuite, cette indépendance a été utilisée contre moi. Comme si je n'avais pas besoin du soutien que toi, tu recevais naturellement. On a continué à discuter pendant presque 2 heures. C'était la conversation la plus honnête qu'on ait eue depuis notre enfance. Contrairement à nos parents, Stéphanie n'a jamais complètement reconnu son rôle dans notre dynamique. Mais elle a montré une envie réelle d'avoir une relation plus équitable à l'avenir. Je ne peux pas promettre d'y arriver tout de suite, m'a-t-elle dit en partant. Les vieilles habitudes, tu sais. Je ne veux pas de perfection, l'ai-je rassuré. Je veux juste des efforts et de la conscience. La semaine suivante a apporté de petits changements,
mais important. Mon père m'a appelé pour me poser des questions sur mon modèle économique. Il voulait vraiment comprendre ce que je faisais. Ma mère m'a envoyé une lettre écrite à la main pour s'excuser de sa réaction le soir de l'anniversaire, et m'a demandé une vraie visite guidée de l'Athéna, quand j'aurai du temps. Stéphanie m'a proposé un déjeuner, sans aucun sous-entendu sur les affaires. Juste pour parler. Michael, toujours prudent, a observé tous ces changements avec un optimisme mesuré pendant notre dîner hebdomadaire. Les dynamiques familiales, ça ne change pas du jour au lendemain, m'a-t-il dit. Il y aura des rechutes. Des anciens schémas qui reviendront. Je sais, ai-je reconnu. Mais pour la première fois, j'ai l'impression qu'ils me voient pour qui je suis vraiment. Pas pour la version qu'ils se sont inventée. Et s'ils retombent dans leur travers, a-t-il demandé. Alors je garderai mes limites, ai-je répondu avec confiance. La différence, maintenant, c'est que j'ai dit ces limites clairement. Donc, s'ils les franchissent, ce ne sera plus par ignorance, mais par choix. La vraie épreuve est arrivée un mois plus tard. Ma mère avait organisé un dîner familial chez elle, le premier depuis la fameuse soirée d'anniversaire. J'y suis allé en m'attendant à une rechute. Mais à ma surprise, l'ambiance avait vraiment changé. Dans le salon, elle avait encadré plusieurs articles me concernant, ainsi que sur mes hôtels, et les avait accrochés au mur à côté du diplôme de droit de Stéphanie et de son annonce d'association dans le cabinet. Mon père m'a demandé mon avis sur une opportunité d'investissement, prenant pour la première fois mes idées au sérieux. Même Stéphanie a fait un effort, mentionnant un client qui avait séjourné à l'Athéna et qui en avait parlé avec enthousiasme. Mais le moment le plus fort est venu pendant le dessert. Ma mère parlait d'un gala caritatif qu'elle aidait à organiser. « On adorerait avoir ton soutien, Abigail », a-t-elle dit. Puis elle s'est reprise. « Pas pour ton argent, mais parce que c'est une cause que je pense qui te toucherait, vu ton engagement dans les programmes pour les femmes. » C'était un petit changement dans sa façon de parler. Mais pour moi, c'était énorme. Elle reconnaissait enfin que j'étais une personne avec des valeurs, pas juste un portefeuille. En rentrant ce soir-là, je repensais à tout ce qui s'était passé depuis quelques mois. La soirée d'anniversaire avait été spectaculaire. Presque comme un film. Mais le vrai travail s'était fait ensuite. Dans les discussions calmes. Les nouvelles règles posées. La reconstruction patiente des relations sur des bases plus vraies. La vengeance que j'avais imaginée autrefois s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux. Du respect sincère. Pas parce que j'avais de l'argent ou du succès, mais parce que j'avais exigé qu'on me voie pour qui je suis vraiment. Les relations dans ma famille n'étaient toujours pas parfaites. Elles ne le seraient probablement jamais. Mais elles étaient passées de l'indifférence à un effort conscient. Et ça, c'était une révolution. En rentrant dans mon pantou ce soir-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. La ville de Minneapolis brillait sous mes yeux, ses lumières scintillantes contre le ciel. Un rappel de tout ce que j'avais construit, seul, malgré les jugements. Certaines personnes disent que vivre bien est la meilleure des vengeances. Mais moi, j'ai découvert quelque chose de plus puissant. Vivre en étant fidèle à soi-même, c'est la meilleure résolution. 6 mois après cette fameuse nuit d'anniversaire, je me tenais sur le balcon de ma suite, regardant le soleil se coucher. La ville brillait sous la lumière dorée. Un fond parfait pour repenser à tout ce qui avait changé entre ma famille et moi. Les changements n'avaient pas été simples ni rapides. Il y avait eu des rechutes. Des moments où ma mère retombait dans ses vieux travers de comparaison. Où Stéphanie redevenait compétitive. Où les vieilles dynamiques familiales menaçaient de revenir. Mais la grande différence, maintenant, c'est que ces comportements étaient reconnus, corrigés. Et plus jamais acceptés comme normaux. Ma relation avec mon père s'était améliorée plus que je ne l'aurais imaginé. Loin de l'ombre de ma mère, il avait commencé à venir souvent à l'Athéna. Il posait des questions sur mon travail, venait à mes réunions, et donnait parfois même des conseils comptables, mais cette fois, avec respect. « Je t'ai jamais donné assez de crédit », m'a-t-il dit pendant l'un de nos déjeuners. J'étais tellement obsédé par les chemins classiques qu'on m'avait appris, que je n'ai pas vu que tu créais un chemin encore meilleur. Ma mère avait changé aussi. Plus lentement, mais elle essayait. Elle ne rabaissait plus mon travail, ne me comparait plus ouvertement à Stéphanie. Elle avait encore du mal à comprendre toute l'ampleur de ce que j'avais accompli, mais au lieu d'être dans le doute, elle posait des questions. Elle s'intéressait. Elle était même venue visiter mes hôtels. Et avec fierté, elle disait à ses amis du club. « C'est ma fille qui possède l'Athéna. » Certes, il restait encore une part d'orgueil un peu forcée dans ses propos. Mais elle avait au moins arrêté de me cacher. Elle commençait à m'accepter. Même imparfaitement. Avec Stéphanie, on avait construit une relation plus honnête, même si parfois inconfortable. La compétition n'avait pas disparu.
Mais le fait de la reconnaître, de la nommer, avait enlevé une bonne partie de son pouvoir. On avait même organisé, ensemble, un gala caritatif à l'Athéna. Elle apportait ses contacts du monde juridique, moi mon expérience de l'accueil. C'était une collaboration qu'on n'aurait jamais imaginée un an plus tôt. On fait une bonne équipe, quand on ne cherche pas à se dépasser, m'a-t-elle dit après l'événement. On aurait toujours pu faire ça, ai-je répondu. On ne s'en était juste jamais donné la chance. Un an jour pour jour après le fameux anniversaire de mon père, j'ai organisé une nouvelle réception. Pas pour impressionner cette fois. Pas pour me venger. Mais pour célébrer. Célébrer ce que j'avais construit. Ce que j'avais surmonté. Et les relations que j'étais parvenu à réparer, même partiellement. Cette fois, j'ai invité tout le monde en toute transparence. Ma famille savait que j'étais l'organisatrice. Mon nom figurait sur les cartons d'invitation, dans les communiqués de presse, sur les panneaux lumineux. C'était ma soirée, dans mon hôtel, avec ma voix entendue à chaque étape. Ma mère est arrivée la première. Elle portait une robe élégante, pas trop voyante, un changement par rapport à d'habitude. Elle m'a pris la main. Cette fois, j'ai voulu être à l'heure. Je sais ce que ça représente pour toi. C'était simple, mais profond. Un vrai effort. Mon père était à ses côtés, souriant. J'ai prévu un discours pour ce soir, a-t-il dit. Un cours. Et cette fois, tu es dedans dès la première phrase. On a tous ri. Et j'ai senti, pour la première fois depuis des années, que je faisais partie de cette famille. Pour de vrai. Stéphanie est arrivée avec Derek, rayonnante. T'es officiellement la sœur cool maintenant, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Même maman le reconnaît. Pas devant elle, a murmuré ma mère, ce qui a fait rire tout le monde. C'était normal. Presque trop beau pour être vrai. Mais réel. La soirée s'est déroulée sans accroc. Le personnel de l'Athéna m'a félicité en privé pour la manière dont j'avais transformé les tensions de l'année précédente en quelque chose de nouveau, de fort. Les invités, anciens amis, nouveaux partenaires, anciens professeurs étaient tous au courant de mon histoire. Mais cette fois, ce n'était plus un secret choquant. C'était devenu une réussite connue, respectée. Quand mon père est monté sur scène pour faire son discours, il a commencé par dire « Il y a un an, je pensais connaître mes filles. Mais ce soir-là, j'ai découvert celle que j'avais le plus mal comprise. Astérisque astérisque. J'ai réalisé que je l'avais regardée avec les mauvais yeux. Et j'ai juré de faire mieux, astérisque astérisque. Aujourd'hui, je suis fier. Non seulement de ce qu'elle a accompli, mais de la personne qu'elle est. Forte, brillante, déterminée. Ma fille. Astérisque astérisque. J'ai retenu mes larmes. Michael a pris ma main et m'a souri. Et tout le public s'est levé pour applaudir. Ce moment n'était pas une revanche. C'était une réparation. Une reconnaissance. Une victoire silencieuse mais totale. Quand tout le monde est parti, et que l'hôtel est retombé dans le calme de la nuit, je suis allé sur le toit terrasse. J'ai regardé les lumières de la ville. Et j'ai pensé à tout ce chemin. À l'exclusion. Au silence. Au sacrifice. Mais surtout, à la force qu'il m'a fallu pour croire en moi, même quand ceux qui auraient dû m'encourager me freinaient. Je suis Abigail Mich. J'ai 36 ans. Et ce soir, je sais que je ne suis pas la fille oubliée. Je suis la femme qu'on n'a pas vue venir. Et je suis fier de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne.